Quelle est l'erreur la plus commune et la plus dangereuse en finance? Eh bien, c'est de croire que le risque et la volatilité sont constants et stables dans le temps. Souvent, quand on débute notre apprentissage en finance de marché, on nous apprend que la volatilité se mesure de manière simple avec un simple écart type sur les log return ou les rendements arithmétiques historiques. Voilà, c'est un chiffre unique, fixe et rassurant. Mais le problème, c'est une illusion, une simplification beaucoup trop facile de la réalité. Et cette illusion peut coûter très cher. Pour mieux comprendre ce concept, j'ai créé un adversaire au S&P 500, un S&P de laboratoire. Il a le même ADN que le marché réel, il a la même tendance. Je mesure la volatilité sur les rendements historiques, même espérance aussi mesurée sur les rendements historiques. Par contre, grosse différence, c'est que sa volatilité, elle, est bridée. Elle va être constante dans le temps. Ça va être le modèle parfait des manuels scolaires. Et puis, plus techniquement, comment j'ai fait pour construire ce S&P de laboratoire? J'utilisais ce qu'on appelle un mouvement brownien géométrique que j'ai corrélé au S&P 500. Et puis, bien sûr, pour le terme de drift et la volatilité, j'ai utilisé les estimateurs standards, à savoir l'écart type des rendements, l'espérance des rendements, logarithmique sur le S&P 500, le vrai de vrai. Et si on confronte ce S&P de laboratoire à la réalité, qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien, visuellement, au niveau des prix, on pourrait presque les confondre, même si quand même on voit la différence. Mais quand on zoome sur le comportement du risque, c'est vraiment ici que le masque va tomber. Regardez par exemple la volatilité en rolling window estimée sur 21 jours. Donc, on regarde les 21 derniers jours, on mesure la volatilité. Je vous ai mis aussi d'autres fenêtres plus ou moins grandes. Et là, on voit très bien, notre S&P de laboratoire, comme prévu, il a une volatilité bien stable dans le temps, un peu bruyante, c'est normal. Mais si on compare au vrai S&P 500, ça n'a rien à voir. Il y a des pics, des explosions du risque, des périodes d'accalmie totale, et on voit que le risque évolue en clusters. Il y a des clusters de volatilité, des endroits où il y a des pics, et c'est concentré à un seul et même intervalle de temps. J'imagine que là, vous commencez à voir le problème. Déjà, vous voyez cette image, ça pourrait suffire à invalider 90% des modèles peu réalistes, mais on va aller plus loin, on va zoomer plus statistiquement sur notre expérience. On pourrait émettre déjà une intuition, si ces clusters ne sont pas le fruit du hasard, ça veut dire que le risque a une sorte de mémoire. Et pour lire cette mémoire, on va utiliser un outil, l'autocorrélogramme, pour regarder les autocorrélations entre différents retards de la volatilité réalisée. Nous, on la considère comme la valeur absolue des rendements ou bien la valeur des rendements mise au carré. Et on regarde lag 0, corrélé au lag 1, corrélé au lag 2, corrélé au lag 3, etc. De toute façon, je ferai des vidéos sur l'autocorrélation. Ça arrivera incessamment sous peu, car c'est un fondamental. Mais pour les novices, ce qu'il faut retenir, c'est que l'autocorrélation, c'est l'influence du passé sur le futur ou le présent. Ça dépend comment on le vulgarise. Donc voici l'empreinte digitale du risque réel. Ce graphique nous crie une seule chose, le risque passé a un impact significatif sur le risque d'aujourd'hui. On voit que pour le S&P 500, le vrai, eh bien, les chocs vont contaminer les jours suivants, alors que pour notre clone, c'est silence radio, il y a juste du bruit, mais on voit pas de retard qui a une autocorrélation avec le présent, le lag 0 significative. C'est à peu près à 0. Cette mémoire a une conséquence directe sur ce que Taleb appelle les signes noirs. C'est pas la seule et unique cause, mais ça en fait partie. Et puis pour s'en apercevoir un peu plus proprement, on va regarder ce qu'on appelle le quantile to quantile plot et la distribution des rendements, enfin des logs rendements. Et donc qu'est-ce qu'on voit? Notre clone de laboratoire va suivre une belle courbe en cloche, une loi normale, alors que le S&P vit dans un monde avec une distribution beaucoup plus fat tails et potentiellement parfois asymétrique, même si on le voit pas forcément graphiquement. Donc fat tail, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les événements extrêmes ont beaucoup plus de probabilité d'arriver que dans le cas d'une loi normale, et asymétrique, ça veut dire que par exemple, si on a une asymétrie négative, eh bien les risques de chute extrêmes ont beaucoup plus de chances d'arriver que pour une loi normale. Tous ces événements extrêmes, le modèle de volatilité fixe les sous-estime, voire les considère comme impossibles, alors que le marché, il nous les sert plus ou moins régulièrement. Un 2008, une crise de 2000, un bull run de 2021. Voilà, c'est pas ça arrive pas tous les 600 millions d'années, quoi. Bon, mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va essayer de modéliser ça plus proprement. Puisqu'on a vu là que le risque a une mémoire, eh bien, on va construire un modèle qui va se souvenir de ça. Un modèle qui apprend des chocs passés pour anticiper le futur. Et un des outils de référence pour ça, un des plus connus, c'est le modèle Garch. C'est vraiment un fondamental. C'est pas l'unique, c'est pas le plus développé,
parler, le plus sophistiqué, le plus performant, mais c'est le plus fondamental. Ou en tout cas, un des plus fondamentaux. Donc reste bien jusqu'à la fin si tu veux connaître vraiment tous les tenants et aboutissants de ce modèle et l'outil que je dévoile à la fin de cette vidéo. Pour construire un modèle qui se souvient du risque, on va d'abord traduire cette idée en langage mathématique. Alors vous inquiétez pas, je vais essayer d'expliquer au mieux, de manière la plus simple possible, tout en respectant la rigueur derrière les modèles. On va commencer par l'ancêtre, le modèle Arch. L'intuition d'Engel quand il a développé ce modèle était simple. La volatilité de demain dépend des chocs d'aujourd'hui. Et puis mathématiquement, ça s'écrit de cette manière. Ne vous laissez pas intimider, on va décoder ça ensemble. Sigma carré T, c'est la variance que nous voulons prédire pour la prochaine période, par exemple demain ou la prochaine minute. Epsilon carré en T-1, c'est le carré des résidus d'hier. C'est ce qu'on appelle le choc. Donc les résidus epsilon, c'est pas exactement le rendement, hein, mais c'est la partie imprédictible du rendement. On l'utilise en prenant le rendement d'hier et en lui soustrayant sa partie prévisible. Donc par exemple, on peut partir du principe que la partie prévisible du rendement c'est son espérance. Eh bien, on soustrait son espérance, et si son espérance est nulle, eh bien oui, dans ces cas-là, le résidu est égal au rendement, tout simplement. Ensuite, on met au carré ce résidu. Pourquoi ? Bien, car pour la volatilité, la direction n'a aucune importance en fait. On s'en fiche que le choc a été positif ou négatif, ce qu'on mesure c'est le choc. Un crack de moins 5% est aussi violent qu'un bull run de 5%. Ce qui compte c'est la magnitude de l'erreur de prédiction. La différence entre ce quoi on s'attendait et ce qui s'est réellement passé. Ensuite nous avons l'alpha, c'est le paramètre clé. C'est le poids qui mesure l'intensité de la réaction. À quel point le choc d'hier va-t-il amplifier la volatilité de demain ? Dites-vous que c'est le bouton de volume de la réactivité du modèle. Et en dernier, nous avons oméga. Bon bah c'est simple, c'est la variance inconditionnelle, la variance de base, le niveau de bruit minimum du marché, même quand il ne se passe absolument rien. Ce modèle est un premier pas de géant, mais comme on l'a vu dans l'autocorrélogramme précédent, eh bien on voit qu'il y a une mémoire longue. Et pour capturer cette mémoire longue, il faudrait considérer le choc d'hier, le choc d'avant-hier, le choc d'avant-avant-hier, avant-avant-hier, etc., etc. Et puis à la fin, on aura un modèle avec une équation à rallonge, en tout cas une somme à rallonge avec énormément de termes, et donc ça serait vraiment pas optimal dans la pratique, et c'est là qu'intervient le modèle Garch, avec une idée absolument brillante pour résoudre ce problème. Donc, dans cette vidéo, on va voir juste le modèle Garch 1.1. Comme là, on a vu le modèle Garch 1, c'est-à-dire qu'on ne s'intéresse qu'à la volatilité précédente et au choc précédent. Donc, de la dernière minute, de la dernière semaine, du dernier jour, enfin, de la dernière période. Bien sûr, il existe des modèles de plus grand ordre. Garch 2.2, qui s'intéresse à 2 jours précédents, ou Garch 3.3, PQ, en fait. La notation, c'est P et Q, les 2 ordres différents, pour combien on regarde dans le passé pour les chocs et combien on regarde dans le passé pour les volatilités précédentes. En fait, en finance, on s'en fiche parce que dans 99% des cas, on n'utilise que le Garch 1.1 et le Arch 1, ça suffit. Donc c'est pour ça qu'on va juste voir ça, ça permet de simplifier les calculs, simplifier les explications, et puis une fois qu'on a compris avec un seul ordre passé, c'est simple de généraliser à 2, à 3, à 4, donc c'est un choix de pédagogie. Donc revenons sur l'idée brillante du modèle Garch. Comment l'expliquer ? Eh bien, plutôt que de se souvenir de tous les chocs passés, le modèle va se souvenir de son propre niveau de volatilité à la période précédente, qui intègre déjà l'influence des chocs passés. Il s'auto-alimente si vous voulez. Donc vous voyez, l'équation évolue et devient un peu plus complexe. On retrouve les termes familiers, alpha, oméga, epsilon, sigma carré. Mais voici l'ajout qui change tout. Bêta fois sigma carré T-1, c'est la boucle de feedback, l'auto-alimentation. C'est ce qui crée la mémoire du modèle. Le modèle prend le niveau de la variance qu'il avait estimé pour hier, sigma carré T-1, et on injecte une fraction contrôlée, et qu'on contrôle comment ? Avec bêta, qui est notre deuxième bouton de volume, pour reprendre l'analogie tout à l'heure. Et donc voilà, cette fraction-là de la volatilité de la période précédente, on l'ajoute dans notre nouvelle estimation, dans notre calcul d'aujourd'hui. Nous avons donc 2 forces qui pilotent le risque. D'un côté, il y a alpha, c'est la réaction à court terme, aux news, au choc, et bêta, c'est la persistance, la mémoire. C'est l'inertie que provoquent ces chocs. Et c'est ce qui participe à créer les clusters de volatilité qu'on a vu précédemment. Quand on applique le modèle au S&P 500, le résultat est plutôt fascinant. On a la somme des bêta plus alpha qui est proche de 1, avec un alpha beaucoup plus faible que bêta qui est beaucoup plus grand proportionnellement à alpha. C'est la preuve mathématique que le marché est dominé par une mémoire longue du risque, une inertie du risque. Mais un modèle, même aussi logique soit-il, doit faire ses preuves. Comment être bien certain qu'il a bien capturé toute la structure du risque ? C'est simple, on va lui faire passer un examen. On va analyser ce qu'il laisse derrière lui, ses
propres résidus. Donc en gros, ces erreurs de prédiction. Et voir si cette fois, il n'y a bien aucune mémoire décelable. Donc là, par exemple, voici les autocorrélogrammes des résidus d'un modèle Garch entraîné. Eh bien, vous voyez que ces erreurs de prédiction ne sont pas ou quasiment pas autocorrélées. Et donc, il n'y a pas de mémoire, il n'y a plus de mémoire dans les erreurs de prédiction du modèle, ce qui veut dire qu'il capte plutôt correctement la structure du risque. Un autre diagnostic qui peut être intéressant d'être fait, c'est de regarder la distribution de ces résidus. Et de toute façon, ça, la partie diagnostic, je le mets dans l'outil qu'on verra à la fin de la vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin. Donc maintenant, nous avons notre équation Garch. Mais comment l'ordinateur trouve-t-il les valeurs optimales pour oméga, alpha et bêta? Comment trouve-t-il les paramètres du modèle? Comment les trouver? Ceux qui fit le mieux la réalité. On va pas les deviner comme ça au doigt mouillé, il nous faut des règles précises. On va utiliser une méthode statistique robuste qui est le maximum de vraisemblance, ou maximum likelihood en anglais, vous verrez souvent sous cette dénomination. Pour que cela fonctionne, il faut d'abord postuler une loi de probabilité pour nos epsilon de t. Typiquement, une loi de Student. On sait que nos rendements ne sont pas gaussiens, et donc nos epsilon qui sont tirés de nos rendements ne le seront sans doute pas non plus. Et donc, il nous faut une loi plus réaliste que la gaussienne. Typiquement, la loi T de Student permet de capter des queues plus épaisses qu'une loi normale. Donc, dans notre cas ici présent, on utilisera une loi de Student. Une fois cette loi choisie, on construit une fonction de log vraisemblance. Donc, il faudrait une vidéo complète sur la vraisemblance, la méthode de maximisation de la vraisemblance, maximum de la log vraisemblance, pour vraiment comprendre les concepts derrière. Donc, je vais vraiment survoler. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la log vraisemblance, c'est une sorte de scoreur pour un trio de paramètres donnés. Donc dans notre cas, un trio, pourquoi? Parce qu'on a oméga, alpha et bêta estimés. Il va nous calculer un score de vraisemblance par rapport à la réalité. Donc on lui donne oméga, alpha, bêta, et lui nous dit, ah tiens, suivant les données là, suivant la réalité, eh bien ça va être plus ou moins vraisemblable. C'est pas une probabilité, c'est une mesure de plausibilité. À quel point il est vraisemblable que nos données aient été générées avec un modèle avec exactement ces paramètres. Et ensuite, l'algorithme, l'ordinateur, va tout simplement chercher le trio de paramètres, alpha, oméga, bêta, qui maximise cette vraisemblance, ce score de vraisemblance. On veut les paramètres les plus vraisemblables possibles par rapport à nos données. Et en Python, c'est très simple, il y a des librairies qui implémentent déjà tout ça. Donc, la librairie que je vous conseille d'utiliser pour les modèles Garch, c'est la librairie Arch. Et voici le fondement du code, donc la base, vraiment un exemple d'utilisation le plus rudimentaire possible du modèle Garch. Je vous le mets à l'écran. Vous voyez, en seulement 2 lignes de code, on a fit le modèle. Et donc vous voyez ici dans notre code, la variable res contient notre modèle calibré et il est prêt à travailler. Maintenant, passons à la prédiction. Pour prédire la variance de demain, donc la volatilité, automatiquement on peut en déduire la volatilité, car la variance c'est le carré de la volatilité. Le calcul est direct, on l'a déjà vu précédemment. On a juste à plug and play les données et les termes dans notre équation du modèle Garch et ça nous donne la variance de demain. Donc c'est très explicite, c'est assez facile. Mais pour la période en plus 2, donc t plus 2, j plus 2, j plus 3, j plus n, comment on fait sur un horizon beaucoup plus long que juste demain? Eh bien, le processus Garch, on voit qu'il a une propriété graphiquement, on peut assez facilement le voir, de retour vers sa moyenne. Donc il va converger sur le long terme vers une valeur à long terme. Ça va pas exploser à l'infini. Et cette valeur auquel le processus va converger sur le très long terme, c'est la variance inconditionnelle de long terme, qu'on va noter sigma carré infini. Dites-vous que c'est le centre de gravité de la volatilité de notre modèle. Et attention, point technique essentiel, cette variance de long terme sigma carré infini n'est pas la même chose que notre paramètre oméga, la variance inconditionnelle, tout court. La variance inconditionnelle, c'est plus notre plancher, si vous voulez, alors que sigma carré infini, c'est la cible, c'est le niveau moyen vers lequel le modèle va converger. Pas le plancher, c'est le centre de gravité. Et comment on calcule la variance inconditionnelle de long terme dans notre modèle Garch? C'est très simple, il dépend de oméga, bêta et alpha, nos 3 paramètres de modèle. Je vous mets l'équation juste là. C'est elle qui va servir d'encre pour nos prévisions plus long terme que juste la période suivante. Maintenant, regardons la formule de projection complète de long terme. Elle nous dit que la prévision à horizon h, donc on le note sigma carré t plus h sachant t, eh bien c'est tout simplement la variance de long terme sigma carré infini, à laquelle on ajoute la différence de prédiction de la volatilité à la période t plus 1 avec notre variance à long terme. Donc on regarde la prédiction sur la journée future. Comme je vous ai dit, c'est très simple, on a juste à plug and play nos paramètres dans l'équation. Ça nous donne la prévision. Et ensuite on regarde la différence de cette
cette prévision par rapport à notre variance à long terme. Cette différence-là, c'est ce qui va ajuster, notre prévision sur le jour plus 2, jour plus 3, jour plus 4. Mais sur le long terme, plus on va ajouter des jours de prévision, sur le long terme, voilà, si on met jour plus n et n tend vers l'infini, eh bien la prévision tendra à la variance à long terme, donc sigma carré infini. Et donc on voit que l'impact s'estompe de manière exponentielle, avec le petit exposant là, alpha plus bêta exposant h-1, c'est ce qui crée le fait que plus on va chercher à faire des prédictions loin dans le futur, plus notre valeur auquel notre volatilité a le plus de chances d'être à cette période-là sera proche de sigma carré infini. L'impact s'estompe de manière exponentielle avec le temps grâce à ce facteur. En Python, avec la librairie Arch, ça se fait de manière très simple, une seule ligne de code, vous prenez le résultat res qu'on a vu précédemment, une fois que votre modèle est entraîné. De toute façon, je vous mets la ligne de code à l'écran, mais la théorie ne vaut rien sans validation rigoureuse. On va lancer un backtest du modèle en expanding window, pour pas avoir de biais, parce que là on entraîne le modèle sur toute la période, il voit tout le passé, donc dans la réalité, ce qui se passe, c'est que vous avez votre modèle, vous l'entraînez sur les données passées, vous faites une prédiction, vous ne connaissez pas la valeur future réelle de la volatilité conditionnelle, et vous faites une prédiction et vous saurez demain si votre prédiction est bonne ou pas. Là on veut reproduire ce comportement-là. On revit l'histoire du marché jour après jour, chaque soir on recalibre le modèle sur tout le passé disponible et on fait une unique prédiction pour le lendemain. Et vous voyez s'afficher les résultats en direct avec Plotly. Ce que vous voyez, la confrontation finale, c'est la volatilité conditionnelle si on fit le modèle Garch a posteriori, donc à la fin, il a vu tous les événements, on l'entraîne sur tout le passé, on regarde la variance qui nous donne, conditionnelle. C'est notre vérité de terrain, si vous voulez. Et en bleu, c'est notre prédiction du jour faite systématiquement à l'aveugle, sans connaître le futur. Et on voit que le suivi est plutôt remarquable. Franchement, c'est pas parfait, certes, mais c'est déjà 100 000 fois meilleur que juste une seule volatilité constante dans le temps. C'est la preuve irréfutable que le modèle Garch n'est pas juste une simple curiosité académique. Il a vraiment une utilité pratique. Donc, je vous ai pas montré tout ce qu'il y a à savoir, c'est pas un cours exhaustif sur le modèle Garch, mais déjà là, vous avez pu voir les fondamentaux. Ce qu'il y avait vraiment de plus important à connaître sur le modèle Garch. En très peu de temps et de manière assez digeste. Nous avons vu la théorie, décortiqué les équations et vu les premières lignes de code. Vous comprenez maintenant la mécanique du modèle Garch, du diagnostic à la prédiction. Mais la vraie question, c'est concrètement à quoi ça sert. En finance, maîtriser la modélisation de la volatilité, ce n'est pas juste, comme on pourrait le penser, de la gestion du risque. Les modèles Garch sont une brique fondamentale de la finance quantitative moderne. On les retrouve à peu près partout, dans leur utilisation possible. Donc oui, dans un premier temps, dans la gestion des risques. Donc on peut les utiliser pour construire des value at risk, des expected shortfall, des modèles pour estimer les drawdowns maximaux d'une stratégie par exemple, et ensuite régler l'exposition de manière optimale pour respecter un certain niveau de risque, etc., etc. Mais aussi dans le pricing des dérivés, où la volatilité joue un rôle central, et le modèle Garch peut être un moyen de modéliser la volatilité stochastique, même si c'est pas dans le pricing de dérivés, c'est pas le modèle de volatilité stochastique le plus utilisé. Et bien sûr, en investissement en trading algorithmique, par exemple pour faire du volatility targeting, donc essayer de scale ses rendements, essayer de mettre du levier proportionnellement à la volatilité. Donc si la volatilité augmente, on diminue le levier avec un certain facteur, et quand la volatilité baisse, on augmente le levier avec un certain facteur. Ça peut être intéressant dans certains cas. Ou encore, par exemple, dans les modèles de gestion de portefeuille, souvent le terme de volatilité apparaît et il est considéré comme fixe. Là, on peut le remplacer par une volatilité variable, modélisée par un modèle Garch. Peu importe le domaine, l'objectif va être d'améliorer les performances. Savoir ça, c'est bien, mais avoir les outils pour l'appliquer, c'est mieux. Le dashboard que vous voyez à l'écran, ce n'est pas juste une maquette, c'est un outil que j'ai développé. Vous pouvez y entrer n'importe quel ticker, choisir une période d'analyse et obtenir non seulement le résumé du modèle fitted entraîné, mais aussi et surtout la prédiction de la volatilité future avec son intervalle de confiance construit avec des simulations de Monte-Carlo. Mais un bon outil ne se contente pas de prédire, il doit aussi diagnostiquer si le modèle est bon ou non, s'il est robuste. C'est pourquoi j'ai inclus un outil diagnostic complet. Vous pouvez y vérifier en un coup d'œil que le modèle a bien fait son travail. Vous avez un quantile to quantile plot qui vous permet de voir si le modèle, la distribution des résidus après l'entraînement est bien, correspond bien à la distribution qu'on a choisie pour notre maximum de vraisemblance. Et puis vous avez un autocorrélogramme qui vous permet de voir si nos résidus ne sont plus autocorrélés, s'il n'y a plus de mémoire dans nos résidus après prédiction. Donc c'est les diagnostics
diagnostics principaux et qui nous permet de savoir si notre modèle est bien robuste ou non. Vous vous doutez bien que derrière, il n'y a pas que 3 lignes de code. Derrière le modèle Garch et son utilisation, c'est bien plus complexe, mais je vous ai donné dans cette vidéo les lignes de code principales, les fondements en gros. Mais si vous voulez en savoir plus, il n'y a pas que le dashboard, il y a un notebook complet qui m'a aidé à construire cette vidéo, le fil narratif de cette vidéo. Vous y trouverez beaucoup plus de détails sur le pourquoi du comment de l'utilisation des modèles Garch, notamment avec la librairie Arch de Python. Cela participera aussi à vous faciliter la vie, votre implémentation et votre compréhension de ce modèle. C'est précisément ce genre d'outil que je mets à disposition de ma communauté. Cet outil sert de produit d'appel. Ce n'est pas quelque chose que je vends séparément. C'est un des nombreux composants que vous trouverez au sein de mes offres complètes. C'est un ajout à la multitude de contenus que je propose, un des outils parmi tant d'autres que je mets à votre disposition avec les heures et les heures de contenu éducatif que je produis. Mon approche est simple, vous fournir non seulement la théorie, mais aussi un arsenal d'outils prêts à l'emploi comme celui-ci, pour que vous puissiez passer immédiatement de la connaissance à la compétence. Si vous êtes prêt à découvrir l'écosystème complet, je vous invite à visiter mon site, le lien est dans la description. Enfin, pour ceux qui souhaitent approfondir par la lecture l'ouvrage qui est pour moi en francophonie un classique des séries temporelles, c'est comme son nom l'indique, l'analyse des séries temporelles. Il est extrêmement complet et couvre d'innombrables modèles, dont le modèle Garch, le modèle Arch et des extensions, et bien d'autres modèles des séries temporelles de manière plus générale. Je vous mets aussi quelques ouvrages phares anglophones sur le sujet. Pour une transparence totale, les liens en description sont des liens d'affiliation. C'est une manière de soutenir la chaîne si le livre vous intéresse, sans coût supplémentaire bien entendu. Merci de votre attention, portez-vous bien et sur ce on se retrouve dans la prochaine vidéo.